Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Qui gouverne vraiment en Algérie? C'est la question qui occupe tous les débats, qui alimente les spéculations les plus folles et à laquelle personne ne répond vraiment. Puisque ceux qui savent ne peuvent rien dire, parce qu'ils sont tout simplement à la manœuvre ou à la périphérie du système, et que faire la moindre révélation sur la réalité du pouvoir signifierait leur mort politique, voire même plus. Les autres, tous les acteurs politiques qui ne sont pas dans le secret des dieux, et tous ceux et celles dont le métier est d'informer la société, d'analyser l'événement politique, en sont réduits à spéculer, et il ne faut pas le leur reprocher, puisque c'est la seule alternative qui leur reste, spéculer ou se taire. Je dirais même qu'ils ont du mérite de pouvoir encore cogiter par les temps qui courent et de parvenir, un tant soit peu, à combler le vide en termes d'information, de le faire avec intelligence, en usant de recoupements, en essayant de sasser la masse des rumeurs qui sont déversées sur la place publique, y compris par le régime lui-même qui sait si bien noyer le poisson. Oui, ils ont bien du mérite, ceux qui n'ont plus d'autre recours que d'observer la scène et de tenter de faire parler des événements, et d'autres par le recoupement et l'analyse en ces temps plombés où plus rien ne filtre de la bulle d'acier qui se trouve au cœur du système. Nous en sommes donc là. Personne, à part les barons du régime, ceux qui les servent et ceux qui les contrôlent, d'on ne sait où, ne sait qui gouverne en Algérie. Pour certains, c'est toujours l'armée, comme d'hab, mais une armée plus intelligente, moins brutale, qui a su déléguer, qui a su se trouver une façade civile et qui a poussé le raffinement jusqu'à devenir une vraie grande muette, les quelques sorties de Gaïd Saleh mis à part. Pour d'autres, c'est Saïd Bouteflika, le frère du président, qui est à la commande. Un Saïd qui a réussi la double gageure, d'abord de faire rempiler son grand invalide de frère, un 4e mandat, rien que ça, et d'autre part de neutraliser de façon stupéfiante, radicale, le très puissant DRS et tous ces généraux qui pesaient réellement et tellement sur le système. Pour d'autres encore, pour d'autres enfin, la réalité du pouvoir en Algérie n'est ni entre les mains de l'armée, ni entre celles de Saïd. Ce serait le président français himself qui aurait pris le contrôle de la machine. C'est lui qui aurait imposé, nous dit-on, le 4e mandat de Bouteflika, lui qui tiendrait tous les généraux qui pèsent par la barbichette, lui qui les aurait contraints de faire acte d'allégeance à Saïd, sous peine d'avoir de graves ennuis en termes de scandale, en termes de carnage de masse, en termes de scandales financiers et autres. Et enfin, il y a aussi ceux qui font un savant dosage de ces trois thèses, qui soutiennent que c'est un système très complexe où les trois pôles que nous venons de citer jouent un rôle plus ou moins important. Et ils soutiennent que la clé de voûte de ce système réside dans l'alliance de deux hommes liges, Saïd Bouteflika et le général Ahmed Gaïd Saleh. Un très sympathique couple que les Algériens ont surnommé Sado-Gado, Saïd Gaïd. Ce sera donc notre sujet du jour. Qui est le vrai maître ou les vrais maîtres du régime en Algérie aujourd'hui? Le matin d'Algérie. La fuite en avant du clan Bouteflika par Michel Gour. Jeune Afrique. Algérie. Les militaires à la retraite contraints au silence. Par Farid Alilet. Le point international. Algérie. Bouteflika fait sa première sortie publique depuis 1 an. Source AFP.
Alors avec nous aujourd'hui pour discuter de tout ça, Saïd Boukhari, militant pour la démocratie, Tizi Ouzou, Mohamed Maïz, médecin et analyste politique, Alger, Ouamar Saoudi, secrétaire national RCD, Alger, et Sami Zeri, documentaliste, qui nous parlera depuis Paris. Saïd Boukhari, merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Alors, Saïd Boukhari, à votre avis, je vous pose la question brutale, hein, telle qu'elle figure sur le générique, qui gouverne réellement l'Algérie? Pour essayer de comprendre les segments où le pouvoir aujourd'hui, à mon avis, l'histoire nous renseigne sur la genèse du pouvoir en Algérie si on remonte déjà au mouvement national. Et il y a une opacité totale dans la gestion des affaires publiques. Il y a aussi la violence, les gènes de la violence dans l'exercice du pouvoir. On peut remonter à la crise de 1949, PPM-TLD, crise anti-berbériste. On peut remonter aux liquidations durant la guerre de libération, à savoir à Ben Ramadan. Ensuite, on va, après l'indépendance, on va trouver le coup de force de l'armée des frontières, la constitution algérienne qui a été faite par coup de force par Bebla au cinéma L'Atlas, le coup de force contre le GPRA. On arrive quand même le coup d'État de Boumedienne. Donc tout ça nous renseigne sur la nature du pouvoir parce qu'il a tout le temps agi par la violence et par la force et il a tout le temps imposé des choix pour le peuple algérien. Donc jusqu'à présent, on n'a jamais organisé une élection réellement propre et honnête. Donc, il y a le pouvoir aujourd'hui souffre de légitimité. Tout ce qui est fait, tout ce qui est engagé, tout ce qui est d'emblée illégitime, puisque le pouvoir a été issu de la fraude électorale. Maintenant, aujourd'hui, là, nous pouvons dire effectivement le pouvoir n'est pas entre les mains de Bouteflika, dès lors qu'il est malade, il est incapable de gérer. Nous avons tous des malades similaires comme lui, donc nous connaissons leurs souffrances. Par contre, il y a une chose, il y a le clone de Bouteflika, comme vous l'aviez bien cité, son frère et son entourage, et il y a un certain nombre de partis du pouvoir, donc à savoir le FLN, le RND, et c'est leur satellite, leur opposition qu'ils ont fabriquée parce qu'ils ont fabriqué leur propre opposition pour les soutenir, et sans oublier l'armée, parce que rien ne peut se faire sans l'aval de l'armée. Donc aujourd'hui, nous pouvons résumer un peu la situation. Il y a un petit groupe qui a des tentacules, qui a pris toutes les institutions. Il en a fait un semblant de pouvoir et il gère la situation, il gère l'Algérie comme il l'entend, mais de toute manière, une chose est sûre, sauf dans l'intérêt des Algériens. Il la gère dans leur propre intérêt et en attendant que excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que nous pouvons, déjà, au point où nous en sommes, est-ce que déjà nous pouvons dire au moins que Abdelaziz Bouteflika n'est pas au pouvoir? Que là, il n'y a plus de doute, que c'est certain, que ce n'est pas lui qui gouverne. Est-ce que ça, on peut l'affirmer de façon quasi certaine? Vous savez, bien que nous ne sommes pas médecins, mais nous avons quand même approché des malades de ce genre. Quand on a un AVC, on a une mobilité réduite, on a les gestes quotidiens les plus naturels. Se laver, manger, se déplacer déjà pose problème. Vous n'allez pas, personne ne peut nous faire admettre quand on a des problèmes d'ordre basique de santé, nous allons nous inquiéter des autres. Donc, sur ce plan-là, et puis pour un peu étayer
le quatrième mandat. C'était clair. Quel est le médecin qui lui a délivré le certificat médical qu'il est en bonne santé pour briguer un mandat? Donc, nous savons pertinemment qu'ils l'ont ramené, c'est un épouvantail, pour que ceux qui sont derrière le rideau puissent encore puiser dans les richesses de l'Algérie, se placer, faire leurs affaires. Et demain, si la crise arrive, ils vont se tailler puis ils laisseront le pays pour le peuple. Saïd Boukhari, dans ce cas, pourquoi, qu'est-ce qui les empêche de désigner quelqu'un d'autre, comme ils ont toujours fait, soit Saïd Bouteflika lui-même, soit qui ramène un de ces gens qui sont en attente, en réserve de la République, comme ils disent, de le prendre, de le mettre en façade. Il est plus présentable, il est plus actif, il bouge, il parle. Pourquoi avoir gardé un Bouteflika aussi compromettant, avec son frère en ombre chinoise derrière? Comment expliquez-vous cette situation? Pourquoi d'abord avoir reconduit pour un 4e mandat alors qu'il n'a même pas pu faire sa campagne électorale, il n'a même pas pu faire sa prestation de serment jusqu'au bout. On a dû lui retirer les feuilles qu'il tenait entre les mains. Pourquoi se donner autant de mal alors qu'ils peuvent désigner quelqu'un de plus présentable, j'allais dire? Vous savez, de toute manière, dans les deux cas, c'est une situation, c'est un scénario. Pour ceux qui ont toujours l'habitude de travailler dans l'ombre, de présenter les choses au peuple algérien, peut-être cette façon le statu quo qu'ils gardent maintenant arrange tous les segments du pouvoir. Maintenant, aller vers un homme de consensus, ont-ils trouvé déjà un homme de consensus qu'ils peuvent mettre en façade? Ah, mais c'est pas ça qui manque, j'imagine. Toujours qu'on pose. Je ne pense pas que c'est ça qui manque. Les hommes qui accepteraient, qui soient présentables, qui sachent faire des discours genre Ouihia, je présume qu'il y en a des masses. Mais est-ce que ça, c'est un côté de la médaille. Mais est-ce que les clans qui sont en train de sucer aujourd'hui l'Algérie, est-ce que ça arrange tous ces segments, tous ces clans? Pourquoi ça ne les arrangerait pas, Saïd Boukhari? Pourquoi ces gens-là qui sont à la périphérie du pouvoir et qui attendent qu'on leur claque des doigts, ils connaissent la musique, ils savent comment ça se passe. Si demain ils arrivent, ils ne vont pas gêner les vrais décideurs, ceux qui pèsent, ça va de soi. Vous savez, est-ce que ça les arrange d'aller à une élection ou à un chamboulement de l'ordre déjà établi? Il est déjà établi. Personne ne conteste. Sauf qu'il y a un certain nombre de militants, de voix comme ça qui s'élèvent, qu'ils peuvent à la limite contenir. Sinon, cette situation, eux qui sont en train de se sucrer, en train de décider, en quoi ça les dérange? Parce qu'au fait, ça nous dérange nous, mais eux, ils ont trouvé leur compte. Donc pourquoi Mais c'est trop compromettant. Chercher quelqu'un que... Saïd Boukhari, l'image d'un président qui a stupéfait le monde entier il y a quelques semaines quand il a reçu Valls. Enfin, quand je dis il a reçu, je reste très charitable. Cette image où on voyait de la salive sur sa cravate, la bouche ouverte, il ne savait pas quoi faire de ses mains, le regard vide. Ces images qui ont choqué le monde. Des gens qui nous ont demandé, mais c'est quoi ça? Pourquoi on vous inflige un homme, et pourquoi lui, d'ailleurs, on lui inflige une telle souffrance, ça se voit, il souffre. Et donc, pourquoi garder un homme aussi compromettant pour leur image, qui montre de toute évidence qu'il y a manipulation derrière, alors qu'ils peuvent s'en passer, ils peuvent ramener n'importe qui du genre qui court les cercles périphériques, qui ne demandent que ça? À mon avis, le président algérien, l'élection d'un président, la désignation d'un président algérien, dépasse de là, vraiment de très loin, l'histoire de la souveraineté populaire ou des affaires internes. Nous avons toujours l'aval du Quai d'Orsay, plutôt de l'Élysée, voilà. Nous avons toujours l'aval des Américains. Si vous voulez avoir mon avis, le tweet de Valls, c'est parce qu'il a vu la montée de Chakib Khalil et la main des Américains. Donc, en ayant tout perdu, on essaie de casser la baraque. Donc, ça dépasse vraiment le cadre national. Et si on remonte dans l'histoire,
La France est le pays colonisateur. La France ne bougera pas le petit doigt pour améliorer la situation dès lors qu'elle trouve ses intérêts. Il vaut mieux trouver ses intérêts dans un gouvernement illégitime qu'elle soutient comme ça pour qu'il puisse toujours faire ses affaires, que d'avoir réellement un pouvoir, un président légitime qui peut lui dire arrêtez, ce n'est pas vous qui m'avez élu, c'est bien les Algériens. Donc, je reviens à vous dans un petit moment, Saïd Boukhari. Vous soulevez là un lièvre, en l'occurrence très important, sur cette sommation sans frais que Valls aurait envoyée au régime algérien pour lui dire de faire attention, qu'on ne change pas de partenaire comme ça au milieu du gué. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Nous ne parvenons pas à contacter tous nos invités, mais on me dit qu'Aoumar Saoudi est avec nous. Je lui passe le bon. Aoumar Saoudi. Allô, allô. Ah, Aoumar Saoudi, merci d'être avec nous. Je vous remercie, mais je vous entends très très faiblement. Hein. Ah, donc... Si vous voulez me rappeler sur un numéro fixe, c'est comme vous voulez. Oui, ils vont vous rappeler sur votre numéro fixe tout de suite. Et je reviens à vous dans un moment. Je reviens donc à Saïd Boukhari, en attendant qu'on puisse rappeler Aoumar Saoudi. Saïd Boukhari. Saïd Boukhari. Oui, je vous entends. Donc je reviens vers vous. Vous suscitez une vraie question en l'occurrence. Tout le monde, ce n'est un secret pour personne, parle de cette main mise de certains politiciens. Je ne dis pas de la France, je dis de certains politiciens sur le régime algérien. Certains disent même qu'ils le font chanter. Ils vont chanter certains décideurs, certains barons très importants qui ont tout investi en France, voire qui ont lavé, qui ont blanchi leur argent en France, qui sont donc un peu sous la coupe de ceux qui tirent des ficelles de très loin, de l'autre côté de la Méditerranée. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous savez, vous l'aviez bien cité lors de votre présentation de l'émission, les journalistes travaillent avec des recoupements et des informations jetées comme ça dans la rue, donc on essaie de faire des analyses. Est-ce que on se rappelle qu'à la venue de Chakib Khalil, qui était aux États-Unis, il arrive, il fait une loi pour brader tous les hydrocarbures d'Algérie. Il a fallu que le mérite lui revienne, Louis Zahnoun, avec certains qui ont tout le temps crié « Vous avez bradé toutes les ressources algériennes ». Donc, ils ne peuvent pas nous dire que ce monsieur n'est pas venu avec une mission, avec un calendrier, faire ça, faire ça, faire ça. Donc, à partir de là, nous pouvons nous dire que Chakib Khalil est l'homme des États-Unis, c'est la puissance la plus forte dans le monde. Ils ont besoin de nous, à la limite ils ont besoin de nos richesses, ils n'ont pas besoin de nous parce qu'on va leur empoisonner la vie. Les Français, puissance colonisatrice, qui a eu depuis 62, depuis la colonisation, à se servir, à décider sur le sort de l'Algérie, se voit aujourd'hui un concurrent parce que à nous l'Afrique et vous le Moyen-Orient, maintenant la carte géopolitique commence à changer un petit peu dans le monde, donc il y a une confrontation entre les intérêts et je dirais un peu des Européens et de la France et des États-Unis. Donc à partir de là, vous savez, c'est les choses donc en ce qui nous concerne se règlent à l'étranger et non pas en Algérie. Et comment se règle à l'étranger? Bien sûr, on désigne quelqu'un qu'on envoie et qu'on impose pour qu'on puisse le faire admettre au peuple algérien. Et imposer quelqu'un pour le peuple algérien, vous savez, dans l'opacité du pouvoir, dans la gestion des affaires du pouvoir, dans la violence dont il se sert, dans des milliers de gendarmes, de policiers, de gens qu'il a soudoyé et qu'il tient aussi, parce qu'il faut dire qu'un certain nombre de personnalités que l'on croit qu'ils sont là à s'opposer au pouvoir, réellement ce sont des opposants du pouvoir parce que pour qu'il puisse faire sa carte politique, pour le lancer
une image à l'extérieur que nous avons une opposition réellement et certains opposants et le pouvoir, c'est la même marmite. Restez avec nous, Saïd Boukhari. Nous avons réussi à joindre Omar Saoudi. Vous nous entendez, Omar Saoudi? Oui, oui, je vous entends bien. Très bien. Alors, je vous entends. Alors, j'aimerais commencer par une question vraiment que tout le monde se pose. Le régime algérien, quel qu'il soit, hein, il n'a jamais été aussi étanche. Comment? Même du temps de Boumedienne. Du temps de Boumedienne, c'était pourtant le culte du secret, c'était le secret érigé en dogme. Et ça filtrait quand même, les gens savaient un peu ce que pesait Qaïd Ahmed, ce que pesaient les uns et les autres, qui était l'ennemi de qui. Mais là, en l'occurrence, rien. Et pourtant, normalement, de telles circonstances, quand un clan est contre un autre clan pour la lutte du pouvoir, généralement, les clans balancent les uns sur les autres et ils organisent des fuites d'informations les uns contre les autres. Or, en l'occurrence, on ne sait rien. C'est vraiment l'omerta. Comment expliquez-vous une telle bulle d'acier d'où rien ne filtre? Écoutez, d'abord, je salue les téléspectateurs de votre chaîne. Enfin, bon, je ne sais pas, vous savez, du temps de Boumedienne ou avant que la crise des institutions ne soit portée sur la scène publique de cette manière, disons qu'il y avait une forme d'autorité de l'État, il y avait des institutions qui n'étaient pas démocratiques, qui n'étaient pas légitimes, mais qui étaient respectées par les citoyens. Je dirais qu'il y avait une forme d'ordre dans cet autoritarisme. Oui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez me dire que c'est peut-être paradoxal, mais en fait c'est un pouvoir à la fois dictatorial, autoritariste et tout, mais qui a perdu la confiance des citoyens. C'est-à-dire que les institutions, le délitement des institutions est tel que si vous voulez, il n'y a pas un ordre où on dirait par exemple, comme vous le dites, puisque bon, je vais aller un peu dans votre sens, quand il y avait un dictateur, donc on savait que celui qui était à l'armée était un peu contre ou un peu pour, l'autre était plutôt de l'Est, l'autre de l'Ouest, etc. Donc c'était des spéculations. Bon. Mais pour revenir un peu à la situation présente, je pense que, en fait, la difficulté de lire un peu la situation vient du fait que, effectivement, nous avons un président, donc une présidence qui n'est pas visible. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président de la République ou le chef de l'État, nous préférons l'appellation de chef de l'État parce qu'il n'est pas légitime, il n'est pas élu, et il n'est pas visible. Donc, si vous voulez, on ne sait pas, parce que nous savions qu'il y avait toujours des intérêts de clans, des luttes de factions, mais nous savons qui était plus ou moins l'arbitre de toutes ces luttes d'influence. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il est difficile de dire que l'arbitre, c'est vraiment la présidence de la République. Et d'après vous, si je vous posais la question, d'après vous, qui gouverne vraiment? Qui est vraiment à la tête de l'État, celui qui nomme, qui dégomme, qui décide des grandes orientations, des grands équilibres? Qui est vraiment à la manœuvre? Vous savez, quand par exemple, dans les années 80 ou excusez-moi, dans les années 2000 et début des années 2010, bon, on disait par exemple que Tawfiq tout ça. Bon. Oui, là, la question ne se posait pas, à la limite. Non, c'est pas. Oui, attendez. Oui. Bon, maintenant, qui décide, je ne pense pas que ce soit un homme qui décide aujourd'hui. Précisément, il n'y a pas d'arbitre. Quand je vous dis, par exemple, la seule cohérence qu'il y a,
la seule cohérence qu'il y a dans toutes les décisions. Il y a une cohérence pour l'impunité. Ça, tous les clans sont d'accord. Il y a une cohérence pour la privatisation de la justice. Là, il n'y a aucun problème. Il y a une cohérence pour la répression. Il y a une cohérence sur la question économique. Par exemple, sur la question économique, malgré toutes les déclarations, nous allons vers un modèle pour nous sortir de l'économie de rente, etc. Ce n'est pas vrai, mais c'est cohérent. La seule chose qui se fait sur le plan économique aujourd'hui, c'est de gonfler le budget de fonctionnement. Donc il n'y a plus d'investissement. On a arrêté tous les investissements. Toutes les actions économiques, c'est pour ramener de l'argent. C'est comme l'argent de l'informel, c'est comme l'emprunt obligataire. Par exemple, c'est la note de Sellel pour donc faire des coupes sur des budgets. C'est-à-dire que la cohérence économique, c'est comment passer le gué. C'est-à-dire que garantir la paix sociale. Là, on est d'accord, Omar. Vous voyez, donc, on est d'accord. Mais qui est à la manœuvre? La cohérence, c'est quoi? Attendez, la cohérence, oui, c'est qu'il y a en vase clos l'organisation d'une succession qui n'a pas pu avoir lieu. Si vous voulez, dans les dernières élections présidentielles. Toutes les logiques concouraient vers Bouteflika était malade, etc. Ce qui de autorité publique. Donc, il fallait chercher une autre personne qui ferait consensus. Donc, les clans au pouvoir ne sont pas arrivés à ce consensus. Et la seule cohérence aujourd'hui, c'est de passer le gué en attendant de trouver donc cette personne. Alors maintenant, j'anticipe un peu. Il y a des gens qui disent que Saïd Bouteflika mène la barque. Moi, je ne pense pas que tout le monde au niveau du pouvoir soit derrière Saïd Bouteflika. Mais probablement, il a des gens avec lui. Probablement que l'armée avec Gaïd, il y a des gens avec eux. Probablement que Hamel, avec une police renforcée depuis longtemps, du temps de Zerhouni, qui est véritablement une force qui compte, probablement c'est aussi quelqu'un qui compte. Maintenant, tous ces clans-là, bien sûr, ils n'ont pas trouvé. Il semblerait qu'il n'ait pas trouvé donc une personne qu'il pouvait présenter pour une nouvelle occupation de la présidence de la République. Maintenant, il ne faut pas qu'on oublie une chose. Ceux qui ont pris la responsabilité d'aller vers le 4e mandat pour un président de la République malade, y compris les forces qui étaient extérieures, qui ont soutenu, ou du moins qui n'ont rien dit, qui ont soutenu, je pense qu'ils portent au moins une responsabilité morale. Parce que dans ce pays, plusieurs décisions doivent être rapatriées et ne sont plus des décisions internes. Qu'est-ce que vous voulez dire plus précisément? À la France, qui obéissent aux États-Unis. Par exemple, moi je vous dis, les déclarations de Khalil, par exemple, contre la France, oui. Alors que nous savons que c'est un homme des États-Unis. Juste après, il y a Total qui, par exemple, qui a tenté un procès à Sonatrach. Il est évident que, y compris les clans ou les factions qui sont au pouvoir, s'appuient sur des intérêts extérieurs pour précisément imposer leur homme. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il y a... Omar Al-Saoudi, excusez-moi, pardon. Il semble qu'il n'y a pas d'arbitre. Excusez-moi. Moi, je vais vous poser une question simple. J'aimerais que vous me répondiez de façon directe. Comment dire? Aujourd'hui, le scénario le plus vraisemblable qui circule un peu, et ça reste de la spéculation, qui ne repose sur rien et que François Hollande, en l'occurrence, aurait imposé un 4e mandat à Bouteflika, justement parce qu'il n'avait pas de solution de rechange, il fallait gagner du temps, et que les 60 à 70 généraux, les plus importants du régime, parmi les centaines, les 300 et plus de généraux, et on aurait à peu près une soixantaine,
plus ou moins importants, mais qui comptent au sein du régime, seraient tous, avec Gaïd Salah à leur tête, seraient tous autour de Saïd Bouteflika. Et tous savent que ce n'est pas Abdelaziz Bouteflika qui dirige depuis longtemps déjà d'ailleurs, que c'est Saïd qui est à la manœuvre, que Saïd est appuyé par un François Hollande et que François Hollande tient à peu près un peu tout le monde par la barbichette et que c'est comme ça que ça se passe pour le moment. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette vision des choses? D'être direct. Non, je ne suis pas d'accord. Alors dites-nous. Non, parce que les choses sont, c'est très schématique. C'est vraiment très schématique. Dire que la France a pesé bien sûr sur la reconduction de Abdelaziz Bouteflika en 2014, comme les États-Unis ont pesé en 2009 sur sa reconduction, parce qu'en réalité, déjà en 2009, le président ou le chef de l'État était diminué. Dire que la France a pesé, c'est une évidence. C'est une évidence que sans le soutien des États-Unis et de la France, ceux qui ont joué la carte de la reconduction de Abdelaziz Bouteflika n'auraient pas pu la jouer comme ça, sans heurts. Même si, bon, sans heurts. On a vu un peu, par exemple, ce qui s'est passé au niveau du DRS. On ne peut pas dire que c'est sans heurts. On ne peut pas dire que les choses étaient homogènes. Dire que la France est en grande partie d'accord et elle a parrainé cette reconduction, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Maintenant, dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, dire que l'État algérien est contrôlé par Saïd Bouteflika, moi je ne pense pas. Précisément parce qu'il n'y a pas de cohérence. Si il y avait quelqu'un qui contrôlait, la succession aurait été plus facile, les décisions seraient plus cohérentes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'effectivement, il y a d'autres centres au niveau, je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, par exemple, qu'il y a une armée, qu'il y a un état-major qui veut dire son mot, même si peut-être que nous espérons qu'il ne va pas s'impliquer totalement. Mais comme vous voyez, un Saïd Bouteflika... Il y a des forces de police qui sont très importantes, donc à la tête de laquelle donc il y a aussi un personnage qui soigne son look public, il y a effectivement... Mais Omar Saoudi, quand vous voyez un Saïd Bouteflika réimporter Chakib Khalil qui était poursuivi en justice, donc l'accusation a été lancée publiquement par le procureur général de la République en direct à la télévision. Quand vous le voyez le réimporter, le blanchir dans les zaouïettes d'Algérie, avec toutes les chaînes de télé à ses trousses, pour le montrer sous son meilleur jour, avec toute la propagande, la publicité qui lui a été faite, vous voudriez que nous pensions que non, malgré ça, il n'est pas vraiment à la manœuvre, que ce n'est pas lui le grand patron? Écoutez, d'abord, les choses ne sont pas linéaires. C'est vous qui dites que c'est Saïd Bouteflika qui l'a ramené. Moi, je ne sais pas si c'est Saïd Bouteflika qui l'a ramené. Bon, en tout cas, ça me paraît évident. Il y a bien quelqu'un qui l'a ramené, je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous dites que c'est Saïd Bouteflika. Moi, je n'ai pas cette information. Moi, je représente un parti politique, je fais de l'analyse. C'est vrai que j'ai des informations, mais je n'ai pas cette information. Maintenant, quand vous dites qu'il a été scandaleusement réintroduit en Algérie, alors que le minimum, c'est qu'il se présente devant la justice. Maintenant, je vais vous faire remarquer une chose. Juste après, il y a quand même d'autres qui ont sorti d'autres dossiers sur Chakib Khalil. Donc, vous comprenez, c'est pour ça que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et le problème, ce n'est pas une analyse. Nous sommes en Algérie, il y a des hommes et des femmes. Nous sommes 40 millions d'habitants en plus. C'est-à-dire que ces gens, ce que font ces gens-là, oui, c'est important, il faut qu'on le sache. Mais le problème, c'est que tous ces jeux-là peuvent mener vers des dérapages graves. Des dérapages qui peuvent aller jusqu'à des violences, parce que ces gens-là manipulent aussi. Ils manipulent en Kabylie, ils manipulent au sud, ils manipulent un peu partout.
je vous dis une chose, par exemple. La question de la lutte contre le terrorisme, nous n'avons pas de leçons à recevoir en tant que parti sur cette question-là. Mais subitement, alors que on se contentait de gérer un terrorisme résiduel, subitement, donc apparemment il y a partout des terroristes, en tout partout des terroristes. C'est un message, non seulement c'est inquiétant, s'il y a tous ces terroristes dans notre pays et qu'on les a laissés donc en activité, mais en même temps, c'est aussi un message pour dire écoutez, bon, si vous ne voulez pas, si vous voulez bouger, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un retour de ce que vous avez vécu dans les années 90. Donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Oui, mais Omar Saoudi. Voilà, Omar Saoudi. Oui. Moi, j'entends bien qu'il ne faut pas simplifier des choses très complexes. J'entends bien. Mais en l'absence d'une information, est-ce que nous avons un autre choix que celui de projeter des spéculations, de parler de choses qui pourraient être, d'essayer de deviner est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que ce n'est pas la seule chose qui nous reste? Y compris pour vous-même, en tant que formation politique. Vous, RCD, vous n'apportez aucune autre information que celle qui consiste à spéculer. Comme tout le monde. Vous êtes comme tout le monde, comme nous tous. On en est là. Et est-ce que pour autant, parce que nous n'avons pas d'informations, qu'il faut s'interdire toute forme de spéculation? Écoutez, mais justement la différence entre moi, entre le RCD et des personnes, les personnes sont effectivement les personnes qui ne sont pas comptables, qui n'ont pas de responsabilité, qui n'ont pas de militants, qui ne sont pas érigés en parti. Donc ils ont une responsabilité. La différence entre celui qui représente un parti et un analyste, elle est là. Un analyste, effectivement, dans ces analyses, je suis d'accord avec vous, il peut poser l'hypothèse de Saïd Bouteflika qui contrôle tout, ou la de Guaid qui contrôle tout, etc. Maintenant, je vous dis, vous reprenez tous les communiqués et toute l'expression publique du RCD, et si vous trouvez une seule fois que nous avons parlé d'une personne, mais je vais démissionner du RCD. C'est simple. Pour nous, il s'agit d'institutions. Il ne s'agit pas de personnes. Précisément parce que nous avons une responsabilité. Et comme vous dites, l'information, c'est une information. L'analyse, c'est une analyse. Je peux discuter avec vous en tant que Saoudi Ouammar, qui est un citoyen algérien, et je peux aller plus loin dans mes suppositions. Restez avec nous, Omar Saoudi. Je reviens à vous. Nous allons recevoir des appels de téléspectateurs, pas beaucoup. Nous allons prendre juste 4 ou 5 très rapidement. Et nous revenons à nos invités. Alors avec nous, Sami Iris de Hollande. Sami Iris, merci d'être avec nous, Sami Iris. Allô, salam alaikum, c'est Jamal. Alaikum salam, alaikum bik, Sami. Oucharakoum labas. Ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. Ah bah, tout le plaisir est pour nous. Je vous en prie. Tfaddal. Moukbela, tu as posé une question qui est très simple, ça veut dire qui dirige l'Algérie. Oui, en effet. C'est le sujet du jour. D'accord. Donc, ça veut dire, vu les, comment dirais-je, les spéculations, ça veut dire les infos ou les sources, etc. D'accord. Nous lisons celui qui dirige actuellement l'Algérie, je vais venir dans ton sens, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, oui. C'est François Hollande, d'accord, qui dirige l'Algérie, elle est wahda. C'est François Hollande qui a imposé le 4e mandat, d'accord. Il a forcé les généraux, parce que revenons, ça veut dire, revenons au sujet. Il y a une partie des généraux qui n'étaient pas d'accord pour le 4e mandat, d'accord, Hada Toufiq ou Jema'a, etc., d'accord. هو اللي فرض كما نقول لك عبد العزيز بوتفليقه سي فرانسوا هولاند par l'intermédiaire comment dirais-je de l'attaché militaire اللي كاين في الجزائر donc il a exercé en Algérie pendant 14 ans. C'est le général Pajoli et actuellement il est le coordinateur. Je ne pense pas que ce soit un général. Bajoli est plutôt un diplomate, je crois.
Oui, oui, c'est un diplomate, mais qui fait fonction d'attaché militaire, hein, d'accord. Et actuellement, il est en France, il est coordinateur des services secrets en France. Oui. هذا راه بالاتصال en permanence avec Saïd Bouteflika, donc c'est lui qui nomme et c'est lui qui... Et on dit qu'à un certain moment, c'est lui qui était Monsieur Algérie. Sami Iris, merci d'être avec nous, revenez plus souvent. معنا علي من وهران. علي Doran. Je voudrais bien éclarer un problème qui paraît normalement très intéressant pour pouvoir comprendre la situation en Algérie. Je vous en prie. Moi, je pense que le garant d'une démocratie, c'est l'armée. Et si jamais demain l'armée veut que l'Algérie sorte de son pétrin et l'Algérie devrait faire son démarrage, elle le fera. Nous comptons d'une manière beaucoup plus près. Tout le monde, tous les Algériens, je pense, sont de cet avis. L'Algérie non seulement a besoin de quelqu'un, mais l'Algérie a besoin de celui qui la défend. Celui qui fait de l'Algérie et l'emmène vers l'avant. Voilà ce que nous voulons. Alors aujourd'hui, ceci ou cela commande l'Algérie. Nous savons pertinemment qu'il y a un groupe oligarchique qui commande l'Algérie. Il n'y a pas une seule personne aujourd'hui. Tout le monde commande. Tous ceux qui, avant, il y a quelques années, n'avaient rien et aujourd'hui se sont trouvés dans la classe plutocratique. Ils sont devenus les plus riches d'Algérie. Qui commande l'Algérie? Mais nous voulons... Mais Abdelaziz Bouteflika, Ali, Abdelaziz Bouteflika, est-ce qu'il commande? Il y a personne qui commande. Il y a un groupe oligarchique qui commande l'Algérie, pas M. Bouteflika. Alors, vous pensez quelqu'un qu'on pousse dans une charrette d'handicapés, c'est lui qui commande? Non, il faut pas. Et pourtant, on nous dit qu'Eisenhower, je crois, je crois Roosevelt plutôt. Eisenhower, souvent qu'on le faisait passer, il avait un visage, une mine qui faisait de quelqu'un qui avait une stabilité, au moins une stabilité morale. Mais à chaque fois qu'on le fait montrer notre président, il est souvent malade. Quand même, il ne faut pas exagérer. Est-ce qu'il n'y a pas à faire la comparaison? Merci beaucoup, Ali Menouaran. Avec nous, Mohamed de France. Mohamed, tfadal, c'est Mohamed. Allô. On vous entend, c'est Mohamed. Tfadal. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour, c'est Mohamed. Ouais, je vous appelle parce que là, moi je suis algérien, hein, je réside en France. D'accord. Mais justement, vous arrêtez pas d'acharner sur l'Algérie. Mais l'Algérie, tout va bien. Pourquoi on ne fait pas sur un autre pays, franchement? Oui, allez-y, exprimez-vous, je vous en prie. Allez-y. Mais moi, j'ai rien à dire, parce que moi, ça me fait un peu, je sais pas, moi, ça me fait un peu de la peine de parler toujours sur l'Algérie qui t'écrit, mais c'est des, je sais pas, moi. Vous voulez qu'on parle plus de l'Algérie Là, c'est un peu, je sais pas, moi, c'est bon, voilà. Non, mais dites-nous ce que vous nous reprochez pour que les gens écoutent, qu'ils comprennent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous pouvez nous dire au juste ce que nous devrions faire? J'entends les généraux, c'est qui dirige Bouteflika, c'est qui. L'Algérie, elle est en train de nous naître. On a encore la cicatrice le colonisateur. Oui, mais d'après vous, moi je vous pose la question. Qui dirige l'Algérie? Est-ce que c'est le président Bouteflika? Pour moi, personnellement, je pense oui. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, très bien, merci. Avec nous, Mohamed d'Allemagne. Ahlan bik, c'est Mohamed. خير الاخ جمال سعيدك الله يغفر للجميع. التملة تاعك المهم je très heureux de vous voir encore à l'écran. Merci de votre clairvoyance, de votre analyse. C'est un homme que Dieu vous bénisse encore, que Allah يعطيك الصحة والله يغنيك. Je voudrais être pour ceux qui gouvernent l'Algérie, qui ont derrière le pouvoir. Vous savez, le pouvoir, il faut demander à Melik Reda, l'ancien gouvernement, chef de gouvernement, qui était en Tunisie dans les années 56-57. Lorsque Abdel Ramadan a été assassiné, il disait dans notre frère Abdel Ramadan est mort au champ d'honneur, tué par l'armée française, entre guillemets. Vous savez,
Et ça me fait au cas. J'ai 84 ans. J'ai connu la Tunisie. J'ai été en Algérie. J'ai fait la prison en France. J'ai été militant de MPLD, ensuite le FLN qui a ramassé tout. Le FLN n'est pas un parti politique. C'est un ramassis. Il a ramassé tout. Il a ramassé les ulama, il a ramassé le MPLD, il a ramassé le Hatabas, etc. Il faut tenir quelque chose, ce que le peuple algérien doit se réveiller et faire une révolution sans faire son et être civilisé. Et le reste, c'est tout de comment dirais-je, de la propagande, etc. L'Algérie, il est aux abords des abîmes. Je vous le dis sincèrement, aux abords des abîmes. Il y a des hommes qui sont capables de gouverner, mais on l'a mis de côté. Je m'excuse de terme. Barakallahu fik, c'est Mohamed, barakallahu fik. Merci beaucoup. Je reviens à Saïd Boukhari. Il nous reste peu de temps, donc Saïd Boukhari. Oui. Alors, cette question, d'ailleurs, je crois que je vais devoir poursuivre une deuxième partie pour ce thème, pour cette question, qui gouverne l'Algérie, ou qui gouverne en Algérie, on ne sait plus quoi, on ne sait plus qui. Votre intime conviction, Saïd Boukhari, moi j'en ai une, hein. Personnellement, je l'ai souvent exposée, ça ne veut pas dire que c'est la bonne, mais vous-même, quand vous y réfléchissez et que vous arrivez un tant soit peu à vous faire une idée, qui est l'homme fort dans ce système? Puisqu'il faut toujours qu'il y en ait au moins un. C'est vrai que ce n'est jamais simple, qu'il se partage un peu le pouvoir d'une façon ou d'une autre, mais il y en a un qui est plus fort que les autres. D'après vous, c'est qui, ce monsieur Algérie, ce monsieur patron de l'Algérie, le patron de cette oligarchie, ou on l'appelle comme on voudra? Vous savez, il est vraiment difficile quand on connaît l'opacité du pouvoir, de dire que c'est qui l'homme fort. Et une chose est sûre, l'homme fort ne peut être que des services, c'est-à-dire que de l'armée. Parce que c'est l'armée qui a il a infiltré toutes les institutions, et là, chaque jour, elle a ses propres rapports qui sont faits par des services de sécurité. Donc l'armée détient, comme ça, détient l'information en temps T, exactement. Donc, par contre, il y a là aussi un aléa, c'est que tellement on ne connaît pas l'intérieur du système, il y a une mutation rapide. Il y a une mutation des clans, des segments. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer qu'il y a un homme fort. Parce que s'il y a un homme fort, quand même devant des scandales, devant des tueries, devant la dérive actuellement menée par le pouvoir, il y aurait quand même quelqu'un qui aurait un peu... de quelle tuerie vous parlez, Saïd Boukhari? Arrêtons. Saïd Boukhari, vous avez dit les scandales, les tueries. De quelle tuerie vous parlez? Vous savez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Nous allons revenir à 2001 en Kabylie. Il y a eu quand même des tueries. Des militaires ont tiré sur des jeunes, ils les ont tués, alors que ça relève de la protection de l'ordre public. Non, mais nous parlons de maintenant, ce qui se passe maintenant. Nous parlons de la situation maintenant. Maintenant, il n'y a pas de tuerie à ma connaissance. Vous savez, est-ce que, si on reprend tout de suite le fait le plus actuel, c'est la chaîne KBC. Oui. Vous pensez qu'on lui a délivré une autorisation, ça fait longtemps, qui a été conforme, on l'a accepté, et aujourd'hui, comme ça, par hasard, une bonne dame qui travaille, elle se retrouve en prison, des journalistes qui font que leur travail d'informer se retrouvent. Vous ne pensez pas que c'est une violation à la limite de la mort? Parce qu'on prend quelqu'un en prison pour avoir fait son travail, et puis s'il ne l'a pas fait, on aurait dû l'arrêter, ça fait longtemps. Donc, il y a une mainmise sur la société, il y a une violence, même la violence, même s'il n'est pas physique. Elle est verbale, elle est gestuelle. Donc, il y a, je vous l'ai dit déjà au début de l'émission,
les gènes de la violence sont dans la formation du pouvoir algérien depuis le mouvement national. Merci Saïd Boukhari. Merci à Omar Saoudi que nous avons perdu, que nous n'avons pas pu retrouver. Dommage que nous n'ayons pas pu joindre Mohamed Maiz et Sami Dziri. Mais je vous donne rendez-vous pour la suite de cette émission avec d'autres invités. Merci à vous de l'avoir suivi.